Salut à toutes et salut à tous et bienvenue à bord du Scipion pour ces nouvelles batailles. Je dis ces nouvelles batailles car nous allons voir deux durant cet épisode en une seule bataille en fait. Donc nous allons voir aujourd'hui la bataille de Chesapeake du 5 septembre 1781 qui opposa la flotte française royaliste à la flotte anglaise non moins royaliste pour l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Enfin, pour l'indépendance en tout cas des 13 colonies. Cette bataille est super célèbre, notamment aux États-Unis, car en fait elle va permettre leur indépendance, en tout cas, car il faut savoir qu'il y a eu deux batailles de Chesapeake. La plus célèbre est la deuxième, qui eut lieu le 5 septembre 1781, qui opposa 24 vaisseaux de ligne française à 19 vaisseaux de ligne anglaise et 8 navires de moindre importance, donc c'est-à-dire des avisos ou des vaisseaux de 58 canons. Les navires français étaient commandés par l'amiral de Grasse et les vaisseaux anglais par l'amiral de Grasse. Alors pourquoi c'est super important cette seconde bataille? Pas par son importance vraiment stratégique, car c'est une bataille de ligne très banale en gros, même vraiment presque sans intérêt, je dirais presque, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs et de génie durant cette bataille, mais le fait que les Anglais se soient retirés après la perte de quelques-uns de leurs navires permettra le maintien du siège de Yorktown où se trouve l'armée anglaise. Et avec la reddition de l'armée anglaise, ça signifie l'indépendance des États-Unis. Donc cette bataille navale est vraiment une bataille charnière dans l'indépendance des États-Unis, car si elle avait été perdue par les Français, eh ben ça aurait les Anglais auraient pu libérer Yorktown et la guerre aurait pu continuer, voire les États-Unis carrément matés. Voire, enfin ça c'est pas sûr, on refait pas l'histoire. Donc, pour des raisons évidentes, techniques, sur Total War, on a appris que on était au total 4 personnes à faire cette bataille. Il y avait Leviat 40 qui commandait l'avant-garde et le début du centre, et moi je commandais la fin du centre et l'arrière-garde française. En face se trouve à l'avant-garde et au centre, enfin début du centre, Natsu, planète Total War, qui commande les Anglais, et derrière se trouve Petit Poucet, qui commande la fin du centre et l'arrière-garde. À la bataille de Chesapeake, l'arrière-garde ne combattra pas, techniquement, parce qu'en fait elle n'aura pas le temps d'arriver. Il faut savoir qu'en fait, et ça c'est une habitude de la marine française, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il va se passer une importante bataille, la marine française est toujours au repos, voire elle a quasiment plus de marins. En fait c'est une sorte de bataille d'Aboukir, mais gagnante celle-là. Les Anglais nous ont surpris au mouillage, au Cap Henry, donc dans la baie tout près du Cap Henry. Donc ils nous ont surpris au repos, et en plus on avait débarqué plus de 1500 marins. Donc ça veut dire que nos navires étaient inopérationnels quasiment, faut savoir. Donc on a quasiment plus de marins, nos navires sont au repos, mais De Grasse est un mec super intelligent. Un navire met 1h30 à 2 heures pour être opérationnel et être intégré à la flotte. De Grasse, donc l'amiral français, aura la super intelligence de faire couper les amarres. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on ira à coups de hache couper les amarres qui retiennent les ancres, qui retiennent les amarres également. Il les coupe et en 15 minutes, il a une flotte
quasi opérationnel, en 15 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, l'avant-garde, ainsi que qu'une partie du centre, est opérationnelle en 15 minutes. Voilà, donc on va lancer la partie pour voir ce qui va se passer. Il faut savoir que l'arrière-garde, elle, ne sera pas opérationnelle en 15 minutes, parce que, en fait, si vous voulez, De Grasse a rassemblé quasiment une grande partie des marins dans l'avant-garde et dans le centre. C'est-à-dire qu'il a réquisitionné une partie des marins des autres navires pour dire de compléter ses effectifs pour l'avant-garde et le centre. L'arrière-garde, elle, devra attendre le réembarquement de quelques marins pour être opérationnelle. Et donc, elle ne sera pas opérationnelle en 15 minutes, mais bien en 1h30, voire 2 heures. Mais elle sera là pour la fin de la bataille, en fait, pour chasser un peu les Anglais. Bon, on les chassera pas trop loin, parce que le but c'était de faire le blocus de Yorktown, mais on les chassera quand même. Hein. Faut pas dire. Voilà, donc la bataille a commencé, et donc les premiers boulets qui sont lâchés par les Anglais. Il faut savoir qu'en fait, les Anglais tireront les premiers, mais en fait leurs salves sont totalement inutiles. Enfin, presque inutiles, parce qu'en fait, leurs canons étaient imprécis. Il faut savoir que cette bataille, la bataille de Chesapeake, donc après nous verrons la bataille de Bevezy, évidemment. Donc la bataille de Chesapeake est une bataille très importante aussi pour la marine française, car c'est le coup d'essai d'un canon très célèbre, qui sera connu principalement sous Napoléon. Je vous laisse deviner lequel. Vous avez 1, 2, 3 secondes, top. Voilà, vous avez eu le choix. C'est le canon Gribeauval. Le canon Gribeauval existe déjà, à cette époque, donc en 1781, il existe déjà, mais c'est son premier essai en tant que canon naval. Voilà. Donc en fait, c'est son premier essai, carrément, en version navalisée du canon Gribeauval. Donc il faut savoir que le canon Gribeauval, normalement, il est installé sur un essieu, un châssis, tout ça, avec des roues et tout. Donc créer un canon, on pourrait dire, ouais, il suffit juste d'enlever les roues, enlever le châssis et tout, et puis de le mettre. Mais non, hein, c'est plus compliqué. Un canon naval, c'est propre, c'est un canon naval, merde. Sinon, on utiliserait tous les navires. Un canon naval peut être utilisé en version terrestre, mais pas le contraire. Voilà. Et là, c'était la première version du canon Gribeauval. Une mention spéciale également pour quelqu'un qui devait combattre à la place de Natsu, planète Total War, c'est Agezi. Agezi, qui devait participer à la bataille à la place de Natsu, mais qui n'a pas pu suite à des problèmes qu'on n'a pas pu identifier à ce moment-là. Donc une petite mention à lui, je lui avais dit, parce qu'il a dit que si, comme il pouvait pas participer, il s'était jeté par la fenêtre. Alors du coup, c'est un hommage posthume. Voilà. je rigole, mais bon. Donc là, l'avant-garde tient très bien l'avant-garde anglaise. Le centre tient également le centre anglais. Il faut savoir que c'était à peu près cela dans la mesure. En fait, les Français se battront à 1 contre 2, voire à 1 contre 1,5. Oh punaise, cette salve était magnifique là. Vous avez vu ça? Il a fait un doublé là. C'était magnifique là. Ah putain, là, Léviat, là, GG. C'était très très beau. Bon, ça a pas fait beaucoup de dégâts, mais c'était magnifique en fait. Ouais, ça a pas... Je comprends pas pourquoi ça a pas fait de dégâts, parce que c'était super beau. En tout cas. Le centre a bien géré. Donc là, il y a un navire qui part en déroute, mais historiquement, il partira pas en déroute, hein, heureusement. C'est parce qu'en fait, j'avais ordonné la retraite. Enfin, j'avais demandé à Petit Poucet de faire retraite de ces navires, parce que normalement l'arrière-garde n'est pas censé attaquer l'arrière-garde française non plus, mais là bon, il y a eu un problème parce que notre ligne était trop resserrée, pardon, et du coup son arrière-garde a commencé à attaquer un navire isolé, un de mes navires isolés, qui fait partie du centre normalement, donc là il est en train de partir en déroute, mais ne vous inquiétez pas, oui, il reviendra pas, mais ne vous inquiétez pas, il sera pas comptabilisé comme perdu. Voilà. Donc là, l'arrière-garde commence à arriver face à l'arrière-garde anglaise, alors que l'avant-garde française est en train de mener vraiment l'avant-garde anglaise, et c'est à ce moment-là que se termine la bataille de Chesapeake, parce que si on regarde bien, en fait, tous les navires anglais sont vraiment
amoché bien plus que les navires français. Et donc à la fin de la bataille de Chesapeake, donc qui opposa 24 navires de ligne français à 19 navires de ligne anglais et à 8 vaisseaux de moindre importance qu'on n'a pas représentés ici, donc 6 navires seront gravement avariés en Angleterre, enfin chez les Anglais plutôt, et devront être réparés en Angleterre, donc ils ne seront pas perdus définitivement, tandis que la France, quant à elle, perdra au total 220 marins et aura des avaries légères qui pourront être réparées aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis n'avaient pas de chantier naval, et donc si on peut réparer aux États-Unis alors qu'ils n'ont pas de chantier naval, c'est vraiment que les dégâts sont très faibles. Hein, voilà. Commence maintenant une deuxième bataille qui s'appelle la bataille de Béziers, qui a eu lieu le 10 juillet 1690, donc 89 ans pour être précis, avant la bataille de Chesapeake, et dont Léviat 40 a déjà commencé la manœuvre, c'est-à-dire que la bataille de Béziers opposa une flotte française, comme je vous l'ai dit, de 75 navires et 20 brûlots face à une flotte anglaise de 60 navires. L'originalité de cette bataille, c'est ce qui est en train de faire Léviat, c'est qu'en fait, il y aura un débar, punaise. Ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo, et à chaque fois je dis un débardement. Fait chier, hein. Donc il y aura un débordement de l'avant-garde française face à l'avant-garde hollandaise, parce qu'on se battra contre les Hollandais, les Anglais ne seront là qu'en spectateurs en fait, pratiquement. Ils n'arriveront qu'à la fin de la bataille et on leur lancera nos brûlots dans la gueule, ce qui fait que ils perdront une bonne partie de leur flotte par brûlot et retraiteront ensuite. Donc, comme je le disais, la bataille de Béziers, c'est un enveloppement de la part de la flotte française contre la flotte hollandaise, hollando-anglaise en fait. Et donc, en fait, là, Léviat a essayé de démater le premier navire, pour de quoi dire de créer un bouchon et ralentir toute la ligne ennemie, parce que pour une bataille en ligne, en fait, on suit le premier navire, donc si le premier navire est à l'arrêt, ben les autres navires ont pas l'air de con, parce que entre dépasser, parce que si vous voulez, il a encore un potentiel combatif, donc est-ce qu'on le dépasse, est-ce qu'on se dépasse pas, enfin bref. Et si l'amiral c'est un vrai con, et ben toute la ligne s'arrête. Je dis pas que Natsu est un vrai con, parce que là en fait, bon, il avait pas vraiment le choix. La bataille était limite scriptée quand même, enfin limite, était scriptée, mais là pour la bataille de Béziers c'était pas prévu, donc là c'était hors script, normalement là on était hors script, voilà. Donc Léviat encercle totalement ici Natsu, hein. Donc ce qui fait que tous ces navires, en tout cas là ces 3 principaux navires sont partis en déroute, tandis que moi mon arrière-garde commence à arriver et moi je forme la deuxième partie, c'est-à-dire qu'en fait lui il va passer sur l'autre flanc ennemi, donc sur notre flanc gauche, et moi je continue à maintenir le flanc droit. Voilà, pour de quoi dire de faire marteau et enclume. Bon là, ce navire s'en prend plein la gueule, mais c'est normal, hein. Ce navire, mon navire amiral, qui normalement est commandé par l'amiral de Grasse, donc qui était au centre du dispositif, donc là il est toujours au centre du dispositif, c'est parce que là, en fait, le centre et l'avant-garde, enfin l'avant du centre et l'avant-garde sont passés de l'autre côté. Ici, ce navire constitue maintenant l'arrière-garde, donc on voit l'arrière-garde, donc je vous rappelle que c'est l'escadre bleue l'arrière-garde pour la France, l'escadre blanche c'est le centre, et l'escadre blanche et bleue c'est Léviat, donc c'est les 3 navires qui sont ici. Tandis qu'en Angleterre, pour différencier les escadres, on voit ici l'escadre bleue anglaise. Ici, les 3 navires sont l'escadre blanche, et les 2 navires qui restent ici sont l'escadre rouge, donc l'arrière-garde. Donc, mon seul navire d'arrière-garde combat ici le navire amiral ennemi, ce qui a pas l'air d'un con, hein, en gros. Donc là, en fait, c'est véritablement la bataille de Béziers, parce qu'en fait, si vous voulez, l'avant-garde hollandaise et le centre hollandais seront véritablement annihilés totalement par l'avant-garde et le centre français, tandis que l'arrière-garde française maintiendra les Anglais à distance. Voilà. Et donc, une fois que les navires hollandais auront été
anéantis en quelque sorte. On lancera les brûlots, donc qu'on peut pas faire ici, contre les navires anglais, ce qui fait que ça les retardera en plus de l'arrière-garde. Et une fois que les navires hollandais seront totalement partis en déroute, eh ben l'avant-garde française se dirigera, ainsi que l'arrière-garde évidemment, vers eux. Donc à peu près comme ici en fait. Bon, sauf que la disposition n'est pas exactement la même, mais l'intention stratégique est la même en fait. Donc là, un de mes navires encore part en déroute, mais ça c'est pas grave, regardez, je viens de le récupérer. Je vais immédiatement lui ordonner de retourner vers l'arrière-garde anglaise, vous voyez. Là, il est déjà en train de retourner. Mon navire de premier rang ici, donc le navire amiral, qui est commandé par l'amiral de Grèce pour la bataille de Chesapeake et l'amiral... merde, j'ai pas marqué son nom. Lors de la bataille de Béziers. Donc là, on va s'attaquer à l'arrière-garde pour totalement défaire les ennemis, mais malheureusement pour nous, en fait, on ne parviendra pas à totalement encercler les ennemis. En fait, ils vont pouvoir retraiter vers la Tamise, donc vers Londres, pour quoi dire, d'éviter la défaite totale, car la perte totale, ça c'était pas sympa Natsu, la perte totale des navires signifierait vraiment une victoire totale de la part de la France, ce qui n'est pas souhaitable pour l'Angleterre. Donc il faut savoir que l'amiral anglais, dont je n'ai pas non plus noté le nom, parce que en fait il ne sera pas vraiment dans les annales de l'histoire. Donc l'amiral anglais, en rentrant avec le reste aussi de la flotte hollandaise, parce que tout ne sera pas massacré. Les 2/3 de la flotte hollandaise sera massacrée, mais le reste non, en fait. Ils parviendront avec de graves avaries, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y aura 17 navires perdus au total, hein, et sur les 17 navires, il y aura pratiquement 14 hollandais. Hein. Donc en fait, le potentiel de combat hollandais était out, carrément. Donc le roi d'Angleterre, en voyant son amiral, donc amiral anglais, parce que en fait c'est l'amiral anglais qui commandait la flotte combinée anglo-hollandaise, hein. Donc en voyant son amiral rentrer, bon, il se posera des questions, et la Hollande demandera des comptes à l'Angleterre pour la pète de ses navires, parce que les Anglais ont quasiment rien foutu, hein. Carrément, en fait, les Hollandais avaient demandé de l'aide, et les Anglais ne sont pas arrivés, alors que c'était une flotte combinée, techniquement. Et alors, la Hollande demandera des comptes au roi d'Angleterre, et le roi d'Angleterre ouvrira une commission d'enquête, et suspendra l'amiral, son amiral. Donc, il le suspendra, mais avec la pression des familles, de la noblesse et tout, il lui redonnera son commandement, le roi. Donc il était pas super voilà, il avait pas une Superman fer sur son trône, hein, apparemment, mais en fait il lui reconfiera le poste d'amiral, mais ne lui confiera plus de commandement en fait. Ça veut dire qu'en fait c'était limite s'il lui confiait l'amirauté d'une flotte d'aviso, quoi. Donc en fait il lui confiait plus de navires de ligne qui allaient combattre effectivement. En fait l'autre avait échappé à l'échafaud, hein, parce qu'en fait le roi voulait le foutre à l'échafaud, hein, mais par pression des familles. Déjà l'amiral a échappé à l'échafaud, donc ça c'était pas mal, mais en plus il a retrouvé son commandement, ce qui était vraiment mieux, mais pour rien faire en gros. Voilà, donc j'espère que ces deux batailles vous ont plu. Donc je vais pas vous montrer la fin parce que c'était des batailles scénarisées, donc on connaît la fin, hein, les Anglais vont perdre, hein, et les Français vont gagner. Donc que ce soit à la bataille de Chesapeake ou à la bataille de Béziers, les Français gagneront. Donc pour 6 navires avariés ennemis à la bataille de Chesapeake et 17 navires coulés, mais alors coulés corps et bien, hein. Là il n'y a pas moyen, coulés corps et bien lors de la bataille de Béziers, donc les navires anglais. Et au total, sur les deux batailles, on n'aura aucune perte. Donc ça c'est plutôt bénéf. C'est sympa les Viet de finir sur cette note. Vous avez vu, ça fait au moins 2 fois qu'il tire sur mon navire, alors que j'étais en train d'aborder ce navire là. Et donc que je l'ai mis en déroute. C'est super sympa.
Je le récupérerai pas parce que enfin si, je vais le récupérer en fait, mais la bataille va se terminer quelque temps après. Donc, voilà, ça n'a pas vraiment digne d'intérêt. Voilà, je vous remercie encore. N'oubliez pas que la mer permet de grandes victoires. N'oubliez pas également de venir sur ma page Facebook de l'amiral Alberich, ou encore sur la page Facebook de Total War Prod, dont je suis maintenant le petit chef. Encore merci aux participants, donc Natsu Planet Total War, qui commandait l'avant-garde et le centre anglais, ainsi que Petit Poussé qui commandait le centre et l'arrière-garde. Merci à Léviat qui commandait l'avant-garde et qui a permis la reconstitution d'une deuxième bataille, donc la bataille de Béziers, en plus de la bataille de Chesapeake. Merci à moi-même d'avoir organisé tout ça, hein, pour la sortie d'Assassin's Creed 3. Je l'ai pas mentionné avant. Et merci également à Agezi, quand même une petite mention pour lui, parce qu'il avait de bonnes intentions et c'est seulement des problèmes techniques qui ont fait que ce n'est pas lui qui a participé à la bataille. Allez, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine bataille.